Merci. Merci. Hey, dire qu'il y en a qui pensent que la CAQ est à terre, c'est pas ça que je vois aujourd'hui. Ce que je vois, c'est une grande famille. Oui! Une grande famille qui est plus déterminée que jamais à continuer de changer le Québec. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Je veux commencer, on est à Saint-Hyacinthe, par saluer la députée de Saint-Hyacinthe, qui est aussi vice-présidente de l'Assemblée nationale, puis qui est certainement une des meilleures députées au Québec. Bravo, Chantal! On est dans la capitale de l'agroalimentaire. Chantal nous le répète souvent. Et j'en profite pour dire un mot aux producteurs agricoles qui traversent actuellement, il faut le dire, des moments qui sont difficiles. Puis c'est eux autres qui nourrissent le Québec. Donc, on leur doit beaucoup. Puis je veux vous dire à tous les producteurs agricoles au Québec, on va continuer de vous aider à passer au travers. On a eu de la grande visite aujourd'hui. Je viens justement de passer un petit peu de temps avec lui en privé. Yoshua Bengio, un des plus grands spécialistes, pas seulement au Québec, au monde en intelligence artificielle. Je veux le remercier pour ce qu'il fait pour le Québec, pour le monde aussi. Donc, merci, M. Bengio. On a eu aussi des échanges stimulants avec les membres de notre panel qui sont penchés sur l'effet des médias sociaux sur les jeunes. Mme Parent, Mme Dufault, M. Laquinte, que j'ai aussi rencontré en privé. Merci d'avoir nourri notre réflexion. Merci beaucoup. En fait, j'écoutais tantôt Aurélie et c'est pas d'hier que notre CRCAC, nos jeunes de la CAQ, nous parlent de réseaux sociaux. Elle nous parlait de 2019. Donc, je veux leur dire bravo. Puis en particulier, dire bravo à Aurélie Dieppe, qui est notre fière représentante des jeunes. Bravo, Aurélie. On l'a vu, puis on le suit depuis un certain temps, le monde numérique. Bon, d'abord, il y a des côtés positifs, des opportunités extraordinaires. On le voit dans nos universités, à Montréal, à Sherbrooke. Le numérique, c'est une façon d'améliorer notre productivité, pas juste dans les entreprises, aussi dans nos réseaux publics, mais comme c'est souvent le cas, il y a deux côtés à une médaille. Le numérique, ça a aussi des côtés négatifs, des risques, et vous vous êtes penché aujourd'hui sur les effets néfastes des écrans, des réseaux sociaux, sur la santé des jeunes. C'est un vrai problème de santé publique. D'ailleurs, Lionel Carman aussi a fait une première consultation il y a quelques années, puis il a fait une campagne de sensibilisation. Bernard Drainville a interdit les cellulaires en classe, mais on doit aller plus loin dans notre réflexion. Le modèle d'affaires de ces réseaux sociaux, c'est de capter toujours plus notre attention pour faire plus de revenus. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils sont conçus, les réseaux sociaux, pour qu'on soit de plus en plus dépendant. Puis là, il y a des recherches qui le démontrent. Les enfants qui passent plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, courent malheureusement un risque plus élevé de développer des problèmes de santé mentale, donc que ce soit anxiété, dépression, perte d'estime de soi, isolement familial, insomnie, fatigue chronique, inactivité physique, violence, cyberintimidation, harcèlement, troubles alimentaires, pensées suicidaires. C'est vraiment
inquiétant, ça fait peur. Donc, on a sur les bras un énorme problème de société. C'est sûr que les parents ont une responsabilité, mais c'est l'ensemble de la société qui doit en faire plus. On a besoin d'un grand exercice de réflexion, comme on le fait pour la fin de vie, mais cette fois pour le début de la vie, pour nos jeunes. Donc aujourd'hui, je tends la main à tous les partis d'opposition pour qu'on organise une commission parlementaire spéciale, transpartisane, sur les réseaux sociaux, les écrans, un grand exercice, comme on est capable de le faire au Québec, une commission pour aider nos jeunes à grandir en santé. Bon, maintenant, je change de sujet. Je vais vous dire d'abord comment ça me fait du bien d'être ici avec vous autres aujourd'hui. Ça me donne de l'énergie parce que, faut se le dire, là, puis je vous le dis, c'est pas toujours facile faire de la politique. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est le fun quand tu es dans les hauts, moins le fun quand tu es dans les bas. Puis, bien, quand les temps sont durs, c'est là qu'on a un vrai test de caractère. Donc, quand les temps sont durs, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on travaille sur les bonnes priorités? Est-ce qu'on est en train de faire les changements nécessaires pour les Québécois? Et ma réponse, c'est oui et oui. Et je nous regarde, là, je regarde nos militants, je regarde nos députés, nos ministres, je vous regarde, je suis tellement fier, puis je pense que le test de caractère, on est en train de le passer haut la main. Ça fait déjà 5 ans et demi qu'on a un gouvernement de la CAQ au Québec, puis je veux revenir sur ce qu'on a fait depuis 2018. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2018? C'est bien simple. On est en train de redresser le Québec. Parce qu'il faut d'abord se souvenir d'où on partait en 2018. Après 15 années de gouvernement libéral, puis une parenthèse péquiste, qu'est-ce qu'il y avait en 2018? Un système de santé qui était à terre. Le réseau venait de vivre des coupures catastrophiques des libéraux. En économie, notre écart de richesse, vous savez comment c'est important pour moi, avec le reste du Canada, bien, il n'avait pas changé d'une miette en 15 ans. Donc, 15 années de statu quo en économie. En éducation, bien, on s'était ramassé avec des écoles délabrées, une pénurie d'enseignants. En environnement, il y avait juste des beaux discours, pas de plan chiffré, pas de plan financé. Encore là, 15 années de statu quo. Et on était gênés de dire qu'on était Québécois puis qu'on était fiers d'être Québécois. On avait un gouvernement qui n'était pas capable de mettre ses culottes sur la laïcité de l'État, puis un gouvernement qui regardait décliner le français passivement. Donc, pour ceux qui se demandent encore, là, qu'est-ce qu'on fait depuis 2018? Bien, c'est pas compliqué. On est en train de redresser le Québec. C'est ça qu'on fait depuis 2018. Et redresser le Québec, ça veut dire faire des changements. Faire des changements, ça dérange. Ça prend du courage. Ça prend du courage, surtout face aux oppositions, que j'appelle le trio du statu quo. Quand on est arrivé en 2018, bon, d'abord,
on a changé d'approche en économie. On a osé dire aux entreprises, oui, on est ouvert, par exemple, à vous donner 100 millions, mais en autant que ça nous rapporte 200 millions. Évidemment, les oppositions n'étaient pas d'accord avec ça. Le trio du statu quo s'est opposé, mais les résultats sont là. Depuis 5 ans, ça ne s'était pas vu avant, salaire moyen a augmenté plus vite au Canada que dans le reste du Canada, a augmenté plus vite au Québec que dans le reste du Canada, et on a baissé les impôts. Je sais, ça choque le chef du PQ. Le chef du PQ est contre ça, les baisses d'impôts. Mais quand on regarde le coût de la vie, l'augmentation du coût de la vie des dernières années, bien, je ne vais sûrement pas m'excuser d'avoir baissé les impôts. C'est clair. Mais notre bilan économique, là, il se résume par le revenu disponible. Hein? Le revenu moins les impôts, ça s'appelle le revenu disponible. Bien, depuis 5 ans, le revenu disponible a augmenté de 19 dans le reste du Canada. Au Québec, il a augmenté de 28 Regardez le tableau, là, on devrait être capable de vous montrer ça. C'est ça le résultat de notre travail en économie, là. Je pense qu'on peut être très, très fiers de notre bilan en économie. Maintenant, le défi, c'est de continuer à redresser l'économie du Québec. C'est ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, avec le quantique, avec l'aérospatial, on le voit encore cette semaine, avec toute l'économie verte, que ce soit l'aluminium vert, l'acier vert. On a commencé, puis ça va très vite, à développer une toute nouvelle industrie, la filière batterie pour les véhicules électriques. Puis qu'est-ce que ça a fait, toute cette demande-là? Bien, ça fait qu'on va être capable de relancer les grands projets d'Hydro-Québec. Donc, au cours des prochaines années, je vous avertis à l'avance, on va avoir un boom économique, surtout dans les régions quand on parle d'Hydro-Québec. Donc, pour ça, on peut dire un énorme merci à notre ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. Bon, là où on va en convenir, là, plus compliqué, c'est la santé. Quand on est arrivé, d'abord, le réseau était pas mal amoché. Puis, on a commencé à le redresser, puis bang, arrive la pandémie. Comme disait l'autre, on n'avait vraiment pas besoin de ça. Mais, on a réussi une opération remarquable, la campagne de vaccination. C'était pas rien, là. Les Québécois n'étaient pas habitués à ça. Ils allaient sur Clic Santé, c'était simple, ça marchait. Ils arrivaient au centre de vaccination, il n'y avait pas d'attente, ça roulait vite, tout le monde avait le sourire, c'était super efficace. Fait qu'on s'est demandé comment ça se peut, comment ça se pouvait que le système de santé soit capable, pour une fois, d'être efficace. Bien, la première raison, c'est qu'on a un gestionnaire exceptionnel, Christian Dubé. Mais il y a aussi une autre raison. Vous savez, un des rares avantages de la pandémie, c'est qu'à cause de la situation d'urgence, tu n'es pas obligé
de suivre les conventions collectives avec les règles rigides. Autrement dit, on avait de la flexibilité. Bien, c'est là aussi notre réponse. Ce qu'on a besoin tout le temps dans le réseau de la santé, c'est de la flexibilité, des conventions collectives avec de la flexibilité. Puis si on veut enfin redresser le réseau de la santé, si on veut enfin donner des services accessibles, efficaces, humains, on a besoin, osons dire ce mot, de flexibilité, parce qu'on ne va jamais réussir à améliorer l'efficacité du réseau de la santé si on n'a pas plus de flexibilité de la part des infirmières, puis si on n'a pas plus de prise en charge de la part des médecins de famille. Bien sûr, les syndicats d'infirmières, les syndicats de médecins s'opposent à ces changements-là. Mais il ne faut pas faire comme les gouvernements avant nous autres, puis de baisser les bras. Au cours des prochains mois, il va falloir qu'on soit fort. Il va falloir qu'on se tienne debout. Il va falloir qu'on soit tous unis derrière Christian Dubé. Et quand ça va chauffer, là, parce que ça va chauffer, je pense que Christian le dit là, aujourd'hui, ça va chauffer. Bien, quand ça va chauffer, il va falloir qu'on se souvienne pourquoi on fait ça. On fait ça pour les Québécois. Les Québécois payent beaucoup d'impôts. Ils ont droit à un réseau de santé efficace, humain. Ça va prendre du courage, mais on n'a pas le choix. Le statu quo, ça ne peut plus durer. Et je reviens sur le bilan. En éducation aussi, on a fait beaucoup de choses depuis 2018. D'abord, on a ajouté 5 heures par semaine pour de l'aide aux devoirs, plus de sport, plus d'art. On a augmenté le salaire des enseignants. On a ajouté des spécialistes. On est en train d'ajouter des aides à la classe. On est en train de rénover nos écoles. On est en train de construire une nouvelle génération d'écoles plus lumineuses. Écoutez, je sais que j'aime ça les chiffres, là, mais c'est quand même pas rien. Depuis 6 ans, on a augmenté le budget de l'éducation de 50 %. L'éducation, ça doit être la priorité des priorités, puis on doit tous être derrière Bernard Drinville. Maintenant, en environnement. Bon, d'abord, les beaux discours en environnement, ce n'est pas notre fort. Nous autres, on aime mieux agir. Quand on est arrivé en 2018, bien, il y avait à peu près juste ça, des beaux discours. On a ouvert les livres, il n'y avait pas de plan financé surtout, pas de budget pour réduire les GES. Maintenant, on a un plan qu'on appelle le plan pour une économie verte, un plan qui est chiffré, financé. Notre plus grand défi en environnement, c'est bien sûr d'électrifier notre économie. C'est ça qu'on fait. Mais on a besoin aussi de poser des gestes courageux. Avant nous autres, là, il n'y avait aucun gouvernement qui avait eu le courage de faire de la consigne élargie. On est en train de le faire. À notre arrivée, le Québec ne respectait pas ses engagements internationaux pour les espaces protégés. On a redressé ça. On est maintenant parmi les leaders mondiaux. On a aussi créé le Fonds bleu pour protéger notre eau. On a un ministre de l'Environnement qui agit. Bravo, Benoît Charette!
Bon, maintenant, j'ai gardé le plus important pour la fin. C'est quoi le plus important? C'est nous autres. C'est la nation québécoise. Quand on est arrivé en 2018, on sortait de 15 années d'abandon tranquille, 15 années d'attente, 15 années de statu quo. Donc, les gouvernements libéralo-péquistes n'avaient rien fait pour défendre notre identité. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2018? Bien, on a agi pour défendre notre nation. D'abord, rappelons-nous, on a adopté la loi 21 sur la laïcité de l'État. On a d'ailleurs eu, il y a quelques semaines, le premier ministre français qui est venu nous dire qu'on n'était pas tout seul à penser comme ça. Donc, on a adopté la loi 21 pour interdire les signes religieux pour les employés de l'État qui sont en autorité. Pourquoi? Bien parce que c'est comme ça qu'on vit au Québec. Puis on a adopté aussi la loi 96. C'est la plus grande avancée pour défendre le français depuis la loi 101 en 1977. Donc, on a étendu, entre autres, la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés. On a plafonné le nombre d'inscriptions dans les collèges anglophones. Puis pour tout ça, on peut dire un énorme merci à Simon Jolin Barrette. Mais on doit maintenant en faire plus. On a devant nous autres un gouvernement fédéral qui a laissé exploser le nombre d'immigrants temporaires. Puis je veux d'abord préciser une chose, là. Le peuple québécois a toujours été accueillant, puis sera toujours accueillant. Puis on ne peut pas non plus reprocher à ces personnes qui veulent améliorer leur sort en venant vivre au Québec. Mais le problème, c'est le nombre. On est rendu à 560 000 immigrants temporaires. Donc, en quelques années, là, en 7 ans, on est passé de 100 000 immigrants temporaires à 560 000. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, 560 000, c'est toute la ville de Québec au complet. Donc, on a beau se démener pour bâtir des logements, c'est impossible de répondre à cette demande qui explose. Je regarde juste la dernière année, depuis 1 an, le nombre d'immigrants temporaires a augmenté de 174 000. D'aucune façon, un gouvernement serait capable de construire des logements pour 174 000 personnes en 1 an. Ça met aussi de la pression sur notre réseau de l'éducation, sur le réseau de la santé, parce qu'on manque d'enseignants, on manque d'infirmières, puis ça prend un certain temps pour les former. Donc, ça affecte même les services qu'on donne à l'ensemble des Québécois. Puis, cette explosion du nombre d'immigrants temporaires, ça met de la pression sur l'avenir de la langue française au Québec, parce qu'environ le tiers des 560 000 immigrants temporaires, ils ne parlent pas français. Donc, ça pose un vrai problème sur la place du français, surtout à Montréal et en Outaouais. Et comme premier ministre du Québec, bien, je suis le seul chef de gouvernement en Amérique qui représente
une majorité de francophones. Donc, mon premier devoir, c'est de protéger notre langue, protéger le français. Pour moi, c'est non négociable. Donc, c'est le gouvernement fédéral qui a créé ce problème-là. C'est à lui de le régler, puis il doit le régler rapidement. Il y a une obligation de résultat à court terme. Mais pour y arriver, là, j'ai besoin de l'appui des Québécois. Il faut que les Québécois convainquent le gouvernement fédéral d'agir rapidement. Parce que j'entends le PQ dire qu'on pourrait faire un référendum sectoriel. Écoutez, on sait que déjà, le 2/3 des Québécois sont d'accord pour transférer plus de pouvoir du fédéral vers le gouvernement du Québec. Mais le problème, c'est qu'il faut que ça devienne une urgence face à Ottawa. Il faut que le gouvernement fédéral ressente le sentiment d'urgence de l'ensemble des Québécois. Le gouvernement fédéral ne peut pas se contenter de faire des comités. Là. Il faut qu'il agisse maintenant. Parce que l'explosion du nombre d'immigrants temporaires qui sont acceptés par le gouvernement fédéral, ça affecte nos services aux Québécois. Donc, nos services sont débordés, notre langue est en déclin, donc l'heure est grave pour notre nation. Je sais qu'il y en a encore qui rêvent d'un référendum sur la souveraineté. C'est un projet noble, légitime, mais ce n'est pas le temps de jouer au dé avec l'avenir de notre nation. Ce n'est pas le temps de diviser les Québécois sur un référendum sur la souveraineté. C'est le temps de rassembler les Québécois. C'est ce qu'on va faire à la CAQ. Donc, je conclus en vous disant, vous le voyez, là, on a encore beaucoup de travail à faire. On est ralenti par les forces du statu quo. On est ralenti par la politique d'immigration du gouvernement fédéral. Mais on a un devoir. Notre devoir, c'est de continuer. C'est de continuer de faire les changements pour les Québécois. C'est de continuer de faire les changements pour les prochaines générations, continuer de faire les changements pour notre nation. Vive le Québec! Merci tout le monde!